Donc, en fait, on voit bien que dans ces trois présentations, ce qui revient en boucle, je dirais, et merci pour cela, c'est tout ce qui concerne, bien sûr, la notion du soin, qu'est-ce qu'on y met derrière, la notion d'organisation anticipée et de collaboration interprofessionnelle. On a eu beaucoup d'éthique depuis ce matin. On sent le questionnement autour de la proportionnalité ou du bénéfice-risque. On y met les mots qu'on veut, de la notion de futilité, c'est-à-dire est-ce que ce soin effectivement apporte un plus ou pas, et pour qui on le fait, la manière de conduire le soin. Je trouve aussi intéressant dans ce que vous nous avez rapporté et que probablement il faut qu'on continue encore à creuser, c'est qu'effectivement on voit bien qu'il y a des traitements antalgiques, mais que l'organisation elle-même du soin est fondamentale, y compris arriver à montrer comment, autour des médicaments, nous apportons par des approches complémentaires la manière d'être, la manière d'entrer en relation, et tout ce savoir-faire dont Cécile en particulier a fait état, qui nous permet d'ajuster le soin, un peu comme Philippe ce matin nous invitait à le faire. Après, bien sûr qu'on voit bien que, comme le souligne Frédéric, on l'a vu dans l'étude Regard, combien les soins de confort, les soins de base, sont impliqués dans ces situations de douleurs provoquées, que ce soit la toilette, l'hygiène bucco-dentaire ou d'autres. Pour autant, on sait aussi combien c'est difficile de choisir, et notamment dans ces situations palliatives, le moment où on doit les regrouper ou davantage les fractionner, tout simplement pour également permettre à la personne de reprendre son souffle. Et puis toutes les ressources matérielles aussi à disposition, où là, je vais m'en arrêter là pour laisser quelques questions, mais où là aussi, nous avons un pouvoir décisionnel important pour influer sur les plans d'équipement et la bonne connaissance, c'est-à-dire les compétences des professionnels à savoir bien utiliser, à la fois les molécules, la réflexion éthique, la réflexion collégiale, mais aussi le matériel mis à disposition. Alors on a quelques questions qu'on peut prendre maintenant. La parole est à vous, il y a des micros qui circulent, soit pour des précisions par rapport à ce qui a été présenté ou l'envie de témoigner de votre propre expérience. On va faire comme Soran, parce qu'on ne voit rien du tout. Il faut se lancer, donc de préférence, si vous voulez bien vous présenter, tout au moins situer votre fonction, qu'on puisse voir d'où vous parlez. Il en faut un ou une. Je crois que ce qui est vraiment très important, c'est effectivement l'adaptation à chaque personne. C'est l'accueil des gens, et ça, c'est tout à fait fondamental. Mais moi, il y a une question qui me taraude au premier orateur, mais peut-être aussi, c'est finalement pourquoi on est obligé de scinder. Enfin, j'ai bien compris que pour le cure, il fallait peut-être déshumaniser, et que pour le care, la médecine reprenait ses droits. Mais pourquoi maintenant, peut-être, on peut passer à la deuxième phase où le cure et le care pourraient peut-être se lier. Et je ne sais pas si dans le fait de cette enquête, dans les problèmes d'organisation, dans les problèmes... est-ce que c'est une question qui pourrait être enfin débattue? Après avoir été cartésien, faut-il être spinoziste? Ouais. Là aussi, on voit bien dans ce que nous invite Elisabeth à réfléchir, c'est combien quand même on a pu progresser dans la reconnaissance malgré tout que l'anticipation d'une démarche palliative, elle va aider justement à faire en sorte que la fin de vie ne soit pas quelque chose qui devienne simplement réservé à que des experts et en toute fin de vie, c'est-à-dire au moment où effectivement ça devient plus compliqué. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que on parle du soin et on voit que c'est les soins du corps qui sont vraiment questionnés en fin de vie. Et ça, c'est vraiment le travail des aides-soignantes. Et on est confronté, quand on va en équipe mobile, à des aides-soignantes qui sont en difficulté. Parce qu'on leur a appris, faut faire un soin d'hygiène, sauf que c'est douloureux. Et donc, pour elles, ne pas le faire, elles se sentent coupables de ne pas le faire. Elles se sentent... Tout à l'heure, Philippe parlait de la culpabilité de faire mal, de faire du mal. Mais il y a cette culpabilité de faire un soin qui va faire du mal, mais il y a aussi la culpabilité de ne pas faire un soin. Et ça, c'est extrêmement difficile. En tout cas, c'est quelque chose à repérer à chaque fois, notamment pour les aides-soignantes qui ne vont pas faire une toilette complète. Oui, ce n'est pas une toilette complète, mais c'est un soin de qualité. Le soin de qualité, ce n'est pas forcément faire le soin en entier, c'est faire le soin proportionné à ce que peut supporter le patient. Donc la culpabilité, elle est un moteur pour nous en tant que soignants. Je ne suis pas sûre qu'on en ait conscience à chaque fois, mais c'est souvent ça qui nous fait agir ou réagir auprès des patients. Quand même.
Toujours pas de petites questions dans la salle? Il fait froid, oui, c'est un peu ça peut-être. On va essayer d'organiser la journée au mois de juin. Mais ce que vient de pointer le docteur Michneau, je crois qu'il y a une question, est essentiel. Ça me pose aucun problème. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Pierre Médé, je suis infirmier à l'EPSM de Bailleul. Donc, je travaille en tant qu'infirmier dans le service. En même temps, je suis aussi praticien en hypnose et en thérapie brève. Et donc, moi, par rapport au fait que vous aviez évoqué, le fait que c'est des patients, il va falloir s'interroger non pas sur les chiffres, par exemple du saturo, etc., pour pouvoir proposer des soins, mais éventuellement sur la manière dont le patient accorde le soin à avoir une qualité de respiration, etc., son évaluation à lui de sa qualité de respiratoire et tout. Et là, en fait, finalement, je m'interroge un petit peu, c'est parce que je sais aussi, moi, parce que je travaille en psychiatrie, qu'il peut y avoir aussi des démences qui peuvent s'installer, notamment en fin de vie et en oncologie, lorsqu'on commence à avoir des phénomènes de métastase, notamment cérébrales. Alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour évaluer si jamais le soin est important ou a un intérêt pour le patient, même s'il peut lui faire mal? Étant donné que pour l'évaluation, en tout cas de lui à lui, c'est compliqué de pouvoir avoir une réponse sur si jamais c'est un confort ou pas de son côté. Et de ce fait-là, quelle est la part finalement de la subjectivité de la douleur de la part du soignant ou du patient? Voilà. Donc la question, c'est de l'évaluation chez les patients qui ne sont pas communicants ou qui peuvent être déments ou qui ne sont pas en capacité de dire. Voilà. Alors c'est extrêmement compliqué. Alors en psychiatrie, vous savez sûrement qu'il y a des journées douleurs en psychiatrie qui sont organisées par Jia Saravan. Enfin, il y a des choses qui se font. Parce qu'effectivement, en psychiatrie, il y a des expressions très particulières de la douleur. Vous expliquez à un patient qui faisait un infarctus, il disait « je suis Richard Cœur de Lion ». Enfin bon, il fallait comprendre que c'est parce qu'il avait des douleurs dans la poitrine quand même. Donc c'est compliqué. C'est compliqué et ça veut dire que c'est quand même un travail c'est uniquement un travail en équipe. Je suis passée très vite quand j'ai dit les patients dyscommunicants, il faut avoir des outils d'évaluation. Il y a des outils d'évaluation qui existent. Chez les patients en gériatrie, il y a l'échelle Algo+, ça a été dit pour l'étude. Il y a des échelles qui existent pour les patients polyhandicapés. Chez l'enfant, il y avait le San Salvador, mais il y a une échelle qui a été validée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, en 2011, c'est pas si vieux, pour le jeune adulte et le jeune et l'adulte polyhandicapé, les DAP. Enfin, il y a des choses qui existent parce qu'effectivement, ce n'est pas le patient qui va pouvoir nous dire, c'est ce qu'on va observer. Alors parfois, on est amené aussi à faire des traitements d'épreuve, entre guillemets. C'est parce qu'on ne sait pas et on se demande est-ce que cette manifestation-là, c'est de la douleur ou pas, et puis on voit ce qui se passe par rapport à ça. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais je pense aussi que, en équipe mobile, on voit parfois des choses un peu bizarres. C'est que parfois on voit quelqu'un avec des escarres, avec vraiment une dénutrition et des tas de métastases. Oui, mais il ne peut pas l'exprimer. Et on n'a pas d'outils. Je crois qu'il faut penser que quelqu'un qui ne peut pas exprimer aussi sa douleur, il faut faire des traitements d'épreuve, c'est vraiment impératif. Il n'y a aucune raison qu'il ait moins mal que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est important. Je vous donne juste un exemple. C'était une dame comme ça qui avait un pansement, les placards de cancer du sein. Donc, et l'infirmière faisait des pansements, c'était en EHPAD, et la dame ne disait rien. Mais rien que... Je sais bien qu'il ne faut pas forcément objectiver le corps, mais là, quand même, il y a quelque chose à voir. On n'a pas besoin d'ouvrir pour voir qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai introduit des opioïdes. Elle n'a pas fait de surdosage. Donc, elle n'a pas fait de surdosage. C'est bien qu'il se passait quelque chose quand même. Elle a supporté ses opioïdes et ça semblait plus simple. En tout cas, elle ne tournait plus la tête. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à des équipes pour une évaluation. D'un point de vue pratique, si je peux apporter une précision, il y a 2 ans, Jean-Marie Gomas nous a parlé de la fiche déclic, qui est un outil qu'on peut utiliser aussi pour essayer de discerner différentes problématiques et l'usage de la morphine chez le non-communicant. Et notamment pour dissocier les cris qui sont une simple alerte, une attention, ou qui peuvent avoir différentes intensités et être plutôt sur je suis mal, j'ai mal, ou simplement c'est un signe lié directement à la démence. Voilà. Moi, je voudrais terminer cette session, s'il n'y a pas d'autres questions, apparemment on n'en voit pas arriver, sur toute cette notion quand même importante à la fois de l'examen clinique,
mais aussi de savoir alerter quand on a vu quelque chose. Je crois que chacun des intervenantes ce matin en a fait à sa manière la restitution, y compris quand on nous a posé cette question de savoir si, en tant que paramédicale, puisque c'est mon métier, nous pouvons refuser une application d'une prescription. Il est clair qu'en dehors d'une urgence vitale, il y a beaucoup de choses qu'on peut refuser, mais ce n'est pas simplement pour dire non, mais tout simplement pour pouvoir argumenter que là, il se passe quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, parce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on a vu nous invite à dire que là, il y a plus de risques pour le patient que de bénéfices. Et ça, notre code de déontologie, il est clair. Donc plus on arrivera à travailler, comme vous l'avez très bien souligné, sur soigner nos arguments cliniques, continuer à se former, à partager. Quand on n'est plus novice, repérer autour de soi des collègues avec qui on peut partager, parce qu'effectivement, la situation de M. André, tout de suite, elle n'a peut-être pas été optimale, mais pour que demain, une autre situation de même nature ne se reproduise plus, ça nous rend à la fois acteurs et pas simplement que témoins de quelque chose. Donc oui, on peut refuser beaucoup de choses, à condition de l'argumenter, parce qu'effectivement, le cadre juridique, il est présent, mais comme l'a dit aussi M. Svendra, la loi, elle impose aussi certaines limites, et ces limites, elles sont aussi en lien directement avec nos responsabilités professionnelles et nos codes de déontologie. J'aimerais juste clore aussi, parce qu'on en parle. Bien. Je me doutais bien qu'il réagirait un peu et qu'il nous donnerait un peu de chaleur dans ce grand amphi. En fait, j'ai l'esprit par escalier, alors il me fallu un peu de temps à la réaction, vous m'avez pris à froid. Juste pour dire que je rejoins, et c'est vrai, mais on va faire un tout petit peu de philosophie, mais 20 secondes. Leibniz avait un concept extrêmement simple, c'était celui de point de vue. Et il expliquait que quand on arrivait quelque part, on faisait une randonnée, on arrivait devant un village, selon d'où on arrivait, on ne le voyait pas pareil, on avait un point de vue différent. Et Leibniz considérait qu'il y en avait un qui avait tous les points de vue, qui s'appelait Dieu. Dieu étant celui qui avait tous les points de vue. Alors, ça c'était la théorie de Leibniz. D'ailleurs, Voltaire s'est beaucoup moqué de Leibniz là-dessus, puisque tout est bien dans le meilleur des mondes. Puisque si Dieu, voilà, Pangloss, voilà, j'ai à côté quelqu'un qui connaît bien tout ça. Mais ce qui est intéressant, au fond, pour revenir à la question de est-ce que je peux refuser ou pas refuser, mais c'est la question du point de vue. C'est défendre son point de vue. Et Dieu, alors je ne sais pas, peut-être en chirurgie, puisqu'on a toujours dit que la différence entre Dieu et un chirurgien, c'est que Dieu savait qu'il n'était pas chirurgien. Mais peut-être que dans ce cas-là, et c'est tout l'objet des staffs pluridisciplinaires, c'est de échanger nos points de vue. Et là, évidemment, chacun doit défendre son point de vue, mais pour arriver à un point de vue plus large, plus global, qui permet non pas d'arriver à la vérité, parce que ça, mais au moins d'approcher. Et puis c'est ce que je disais quand même, dans les points de vue, il y en a un quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est celui du malade. Et donc l'idée vraiment des points de vue, je trouve que c'est ça. Et chaque profession, à la fois, on n'est pas que sa profession, mais on a un point de vue, et tout ce qu'on doit aller, c'est vers l'échange des points de vue et obtenir comme ça le point de vue le plus large. Donc, pour répondre, évidemment, il faut défendre son beefsteak. Et pour avoir un point de vue, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Il faut peut-être aussi faire de plus en plus appel aux associations de patients et aux patients. Je crois qu'ils ont finalement... Ah, une question. Une, parce que... Ça va être rapide. Je suis infirmière à Jeanne Garnier, donc une collègue de Cécile Macari. Le mot a été employé une fois, celui de douleur totale. Je voudrais juste prendre le temps de 2 minutes de dire, personnellement, l'importance, mais colossale, de l'approche d'un patient sous ce concept de douleur totale, qui n'est pas un concept du tout, puisqu'on se laisse, c'est Cicely Saunders qui, pionnière des soins palliatifs, pour mieux traiter la douleur et la souffrance, a mis en lumière combien, lorsqu'un patient dit « je ne suis que douleur », il y a une douleur physique, mais qui peut être aussi d'ordre existentiel, spirituel, social, physique. Voilà, c'était juste pour dire que plus on veillera à cette réunification, à cette vision unifiée d'un patient dans toutes ses composantes, plus aussi on pourra avoir de chance, avec toute la richesse de l'interdisciplinarité, de venir à bout de certains
problématique qu'un antalgique ou un anxiolytique n'aidera pas, ou même l'hypnose, et que la maladie est une rupture dans la vie d'un patient, vient désunifier, et nous on peut avoir un regard unifiant qui l'aide à se restaurer, et ça peut aller jusqu'à la frustration pour un patient, pour un soignant, d'entendre un patient lui dire « mais j'ai besoin de cette douleur, par elle j'existe ». Voilà, donc il y a tout un questionnement autour du « je suis mal » à recevoir, à travailler et à parler en équipe. Merci de ce témoignage. On arrête là, merci à tous. Et on reprend, allez vite vous réchauffer, on reprend à 11h30.